C'est toujours un immense bonheur de vous retrouver dans le cadre de Débriefing. Débriefing, c'est le débat sur BeOne Télévision, un débat autour des événements, un débat autour de l'actualité. Aujourd'hui, des questions sans réponse au lendemain de la disparition du général Baouma, patron de l'armée au Nord Kivu. Il a succombé à une insuffisance cardiaque à Goma. Les épouses des militaires et les étudiants sont descendus dans la rue pour crier leur colère. Il y a également cette équation FDLR, ces rebelles rwandais partiront pas. Ils sont 1500 dans les brousses congolaises à exiger un dialogue politique au Rwanda avant de regagner leur pays. Saïd Djinit, le successeur de Mary Robinson, va peut-être tout changer. Nous sommes en septembre, c'est le mois de toutes les rentrées des classes, rentrées des parlementaires. Et peut-être aussi l'entrée en scène d'un nouveau gouvernement, 11 mois après son annonce par le chef de l'État. Qu'est-ce que ce nouveau gouvernement devra faire que le gouvernement Matata n'a pas pu ou n'a pas su réaliser? Est-ce que ce sera Matata 2 ou X1? On ne le sait pas. Ce n'est pas à ces questions-là qu'on va répondre, mais plutôt à des questions du fond. Est-ce qu'il y a eu des changements dans la vie des Congolais? On en parle avec Moïse Monidela. Il est secrétaire général du RCD-AN, coordonnateur des FAC tout court. On l'a vu à l'opposition républicaine, on l'a vu au Front populaire contre la révision constitutionnelle. On ne sait pas si il y est toujours. Vous y êtes toujours au Front populaire? Je suis au RCD-AN. Je suis au FAC. Le Front populaire, c'est l'état d'esprit. Et le Front populaire, ça dépasse les clivages. Tous ceux qui veulent que les choses changent, tous ceux qui veulent qu'on ne puisse pas bidouiller la Constitution, ils sont du Front populaire. Vous voyez, c'est un état d'esprit. Okay. Alors, vous avez été également vice-ministre sous le 1+4. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Ernestine Nyoka, merci infiniment d'être revenu. Vous étiez avec nous la semaine dernière, avocate de formation, communicateur de la majorité présidentielle. L'unique femme communicateur parmi ces hommes qui parlent au nom de la majorité présidentielle. Alors, tout de suite, on va se rendre à Goma. C'était un coup dur pour l'armée. Est-ce que c'est aussi un coup dur pour la stabilité de l'Est? Moïse Monidela. Oui, avant toute chose, j'aimerais bien m'incliner sur la mémoire de ces vaillants combattants, ces vaillants soldats, ces soldats du peuple qui est mort sur le champ d'honneur. Vous avez vu leur réaction après sa mort. Ça voudrait dire qu'il y a l'appropriation de la population de son armée. C'est l'armée du peuple. Les épouses des militaires ont manifesté. Oui, les étudiants également. Il y a eu des débordements. Oui. On cherche toujours à dire, voilà... Est-ce que vous comprenez leur colère? Oui, tout à fait. Je dis bien parce que c'est une armée du peuple. C'est quoi leur colère? La colère parce qu'ils aimeraient bien que les choses puissent être élucidées. Et il y avait quoi? Après Moussa Mabé, Mamadou Ndala et maintenant c'est Baouma. Donc pourquoi toujours les vaillants combattants qui doivent mourir de cette façon, des morts inopinées, des morts non élucidées? Et toutes ces manifestations, on a demandé qu'une seule chose, qu'on puisse élucider les circonstances réelles de la mort de Baouma. Et ils ont rappelé aussi Ndala. Donc vous voyez que nous devons quand même réfléchir. C'est vrai que Mamadou Ndala a été assassiné il y a environ 8 mois. Le général Baouma était son supérieur hiérarchique. Boudjam avait succombé à une maladie. Lui, c'était pas un assassinat comme pour Mamadou Ndala, mais toutes ces disparitions sont considérées par beaucoup comme des cabales, des coups montés par les ennemis de la paix au Congo. Ernestine Nyoka, un coup dur également pour la paix dans l'Est? Un coup dur d'abord pour la nation. C'est un vaillant soldat. C'est quelqu'un qui a fait du bon travail dans l'éradication de M23, dans l'éradication de toutes les forces telles que les ADF Nalou. Et vous comprendrez que, moi j'appelle ça le Congo profond. Son champ d'opération, c'était en fait là où il y a les ADF Nalou. Justement. Dans l'extrême nord du Nord Kivu. À l'Est, toutes ces mamans, ces épouses militaires, tous ces étudiants, toute cette population qui s'élève, a cru en lui. Et ces populations se rendent compte que les héros, ceux qui leur ont donné la paix, ceux qui leur ont donné la quiétude s'en vont. Et ça fait très mal. En fait, ils se posent des questions sur le lendemain. C'est comme si pour eux, le lendemain va devenir très sombre parce que ces vaillants soldats sont partis.
Voilà. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai, des grands sont partis, paix à leur âme, mais que la lutte n'est pas terminée et que dans l'armée, il n'y a pas seulement que ceux qui sont au devant de la scène, mais ceux qui sont au devant de la scène encadrent ceux qui sont à l'arrière-plan et qui font réellement la guerre. Et donc, la population peut se tranquilliser et savoir que leur armée, l'armée du peuple, sera toujours prête à pouvoir les défendre, quoi qu'il en coûte. Dans les manifestations où il y a eu des revendications, justement par rapport à la succession, il y a des inquiétudes par rapport au successeur du général Baouma. Est-ce que ce sera le bon ou pas? C'est ça la véritable question. Je crois que nous avons des éléments dans notre armée, tels que Mamadou Ndala a été découvert, tel que Mbouza Mabé avait été découvert, tel que lui-même l'actuel qui vient de partir, le général Baouma vient de partir, qui est un grand. Je pense que dans notre armée, il y a des forces, sinon il y a des éléments qui en valent la peine aux autorités de pouvoir, par rapport au cursus d'un chacun, de découvrir, parce qu'il y en a, lesquels qui peuvent faire la succession et maîtriser davantage la question de l'Est. Oui, Moïse Monidela, dans les manifestations de rue, à la suite de cette mort tragique, les étudiants, les époux des militaires, la société civile ont exigé, je peux le dire ainsi, que ce ne soit pas un originaire du coin qui prenne les rênes de l'armée au Nord Kivu. Oui, mais il y a aussi un doigt accusateur que tous ces gens-là ont pointé vers le pouvoir. Ça, il faut le dire. On accuse le pouvoir d'être... Est-ce que le pouvoir n'est pas pour quelque chose? Il a succombé à un AVC. Oui, l'AVC. C'est pour ça, moi, je vous dis, madame, vous venez de dire des choses extrêmement vraies. Et la vérité est que ces gens-là se posent la question, est-ce qu'il est mort de l'AVC? C'est pas moi, c'est pas Moïse Monidela. Vous voyez, cette unanimité, c'est comme un seul homme, les gens se sont levés pour exiger qu'on puisse mener des enquêtes lucides, qu'on puisse élucider les circonstances de sa mort. Et ils ont pointé un doigt accusateur. Il y a des doutes sur ce qu'on nous a dit. Parce que je viens de vous rappeler ici, il n'y a pas seulement c'est Lucien Baouma, il y a d'autres. Et puis le problème c'est que lorsque madame parle, les gens se posent la question sur les lendemains. Non, les gens se posent la question d'aujourd'hui, ils se posent la question de la situation actuelle. Pourquoi c'est mort? Pourquoi toujours nos vaillants combattants? Et pourquoi des morts toujours dans des circonstances troubles, des circonstances non élucidées, des circonstances rocambolesques? C'est ça les problèmes. Donc aujourd'hui, la population exige la vérité. Parce que, parce que vous l'avez dit. Donc la vérité, ce n'est pas celle qu'on est en train de dire, que l'AVC, parce que vous avez parlé de l'AVC. Déjà, il y a des substitutions, il y a des doutes. Et les doutes, il faut qu'on puisse éclairer, il y a des pages noires, il faut qu'on puisse donner l'éclairage de cette situation. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, pourquoi les gens se sont levés comme un seul homme, à l'unanimité? Là, ce n'est pas l'opposition, madame, c'est une réaction de la population qu'on doit tenir compte. Il faut tenir compte de cela. La société civile, c'est vrai, au Nord Kivu, des questions du genre à qui profite le crime, qui en serait le commanditaire, si ce n'est pas une mort naturelle. Madame, je crois qu'il faut se mettre dans la peau des personnes de l'Est, ceux qui aujourd'hui se sentent comme dans une impasse, comme dans une insécurité. Parce qu'ils ont connu des affres de la guerre, ils ont connu des situations troubles. Et les situations troubles ne sont pas des situations à pouvoir accepter que les choses puissent être réitérées sur les territoires. Alors, ces personnes ont le droit, moi je crois, de pouvoir ressentir cette douleur. Ces personnes ont le droit de pouvoir se sentir en inquiétude. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que hier, Mbouza Mabé est parti, c'est vrai, mais il est parti d'une maladie. Hier, Mamadou Ndala est parti. Mamadou Ndala est parti dans les circonstances que nous connaissons, dont une enquête est aussi ouverte. Lui, il a été abattu lâchement. Mais pour le général Lucien Baouma, jusqu'à preuve du contraire, une AVC l'a emporté. C'est ce que dit le communiqué officiel. Justement, c'est ce que dit le communiqué officiel. Mais il faudra ajouter quelque chose au-delà de la situation. Le résultat d'une autopsie. Oui, ce que je voulais ajouter, au-delà de la situation
trouble qui fait que la population se sent en insécurité, au-delà de cette situation, il faudra peut-être attendre qu'une autopsie soit faite. C'est quand même un vaillant soldat, c'est quelqu'un qui a représenté la nation, défendu la nation à un moment aussi important. Une autopsie, elle serait le bienvenue. Mais moi je dirais, c'est dans la façon de voir, de comprendre la mort des Africains, et nous les Congolais en particulier, nous n'avons jamais accepté facilement une mort. Une mort en Afrique, en RDC, est toujours sujette à discussion, à suspicion, mais je crois que c'est la République qui a perdu, et la République pourra récupérer, c'est vrai, un autre soldat, mais ne pourra pas récupérer le même Mamadou Ndala, ne pourra pas récupérer le même général Baoum. Mais il est certain que la République se soucie de mettre sur le champ des hommes qui seront à même de défendre. Une mort d'autant curieuse qu'il y a des soupçons sur une réorganisation du M23 en ce moment même. Oui, je crois que nos recherches de boucs émissaires, tout ça, les problèmes, c'est il y a manque de leadership visionnaire. Ces histoires de l'Est, c'est une nebulaise. Il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de visibilité. Donc il y a beaucoup de complicité, il y a des connivences, il y a des convenances. Alors on ne comprend rien. C'est depuis toujours, ce n'est pas ce qui vient d'arriver, c'est une conséquence d'une politique hasardeuse, une politique de pas en avant, pas en arrière. On ne comprend rien de ce qui se passe là-bas. Et même, c'est ça, même la réaction des gens de l'Est, qui ne comprennent rien. Oui, ils ne voient pas comment ils vont s'en sortir. Donc, il y a l'opacité. Vous avez suivi plusieurs fois, il y a des enquêtes de l'ONU ou de la MONUC qui prouvaient qu'il y avait des complicités à tous les niveaux. Ça, vous le savez, je lis un journal où on disait que cette victoire, nous l'avons obtenue avec Ndala parce qu'on refusait que les gens puissent prendre des téléphones. On a déplacé le militaire originaire du coin. Donc, parce qu'il y avait des complicités, ce n'est pas un secret, c'est connu, ce n'est pas l'opposition. Là, voilà, nous sommes à l'aise parce que si c'était l'opposition, vous pouvez dire non, l'opposition va récupérer tout ça. Ça, c'est la population. C'est pour ça que je dis bien qu'il doit tenir compte de cette réaction spontanée et comme c'est la population. Parce qu'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de lisibilité, il y a les complicités à tous les niveaux. Okay. Des complicités internes, on va y revenir. Ernest Ignokam, il meurt au moment où on soupçonne le M23 de se réorganiser à 60 km de Goma. Je crois que la question du M23, les réorganisations, a été soupçonnée, même des preuves données par les experts des Nations Unies, c'est du Conseil de sécurité, au lendemain même de la débâcle du M23. Donc ce n'est pas une situation nouvelle. Et d'ailleurs, moi je dirais que si nous réglons la question des FDLR, si les FDLR peuvent partir dans leur pays d'origine, je pense que à profiter derrière les FDLR, parce qu'en fait, c'est une situation qu'on est en train de profiter derrière les FDLR, parce que dans cette question de l'Est, comme on le dit, il y a des tireurs de ficelles. Mais il n'y a pas que des tireurs de ficelles, comme je crois l'avoir entendu, qu'il ne s'agit pas de l'opposition. Il y a dans l'opposition des tireurs de ficelles. Il y a aussi dans l'opposition des gens qui apprécient la situation de l'Est. Je m'abstiens de citer les noms, mais si vous insistez, je pourrais quand même donner un nom. Il y a des gens... Ce qui serait grave. Qui tirent des ficelles, il est vrai, mais il y a aussi dans la communauté internationale un non-dit. Un non-dit sur le cas de la RDC. Il y a aussi... C'est-à-dire Bon, lorsque nous parlons des non-dits, moi je pense que nous avions suivi tous. Il y a eu des publications sur des multinationales soutenues par certains pays qui sont dans la recherche, sinon dans l'exploitation de toutes les minerais, qui sont des minerais qui entrent beaucoup dans la technologie, plutôt dans la technologie des télécommunications. Ce sont ces éléments-là qui font aussi qu'à un moment, on essaie de fragiliser la partie Est, simplement pour pouvoir s'accaparer, sinon exploiter les richesses au profit des autres. Et donc, tant qu'on n'aura pas fini la question des FDLR, tant que le Rwanda est parmi les pays qui aujourd'hui semblent vouloir avoir une main mise sur la RDC, je crois que la question, c'est vrai, risque de revenir davantage.
Vous évoquez des complicités, il a évoqué des complicités internes, vous évoquez également des complicités internes, mais au sein de l'opposition même, des complicités externes également à travers les multinationales qui cherchent donc à s'approprier les richesses de l'Est. Les FDLR sont une véritable épine dans le pied du gouvernement en matière de stabilisation de l'Est. C'est devenu une équation tout à fait internationale. Est-ce que Saïd Djinnit, le nouvel envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région des Grands Lacs, va apporter des changements? Peut-être dans la stratégie de travailler, mais je pense que le texte de base, qui est l'accord cadre d'Addis Abeba, a déjà tracé les grandes lignes, comme la résolution 2098 des Nations Unies qui a déjà tracé les grandes lignes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est demander davantage, parce que les FDLR sont des Rwandais, c'est demander davantage. Autant la communauté internationale nous a accompagnés, Mary Robinson nous a accompagnés à ce que nous puissions quand même élaguer la situation de l'Est. 1500 justement FDLR qui se trouve encore en République démocratique du Congo exige un dialogue politique rwandais avant de regagner leur pays. Mais ce dialogue politique rwandais n'est pas repris dans l'accord cadre. Vous savez, ces problèmes-là, Mamina, relèvent de relations internationales. Et dans les relations internationales, sur la respect des rapports de force, il faut à un certain moment que le Congo doit hausser les tons. L'ACR, dans l'ACR, il y a ce qu'on appelle le rapatriement volontaire librement consenti. Et ce sont des gens qui sont des réfugiés, parce qu'ils ne sont pas tous militaires, il y a des femmes, il y a des enfants, ils sont venus plus jeunes. Ce sont les combattants et leurs familles. Et leurs familles. Et ils relèvent de l'ACR, le Haut Commissariat des réfugiés. Et là, il y a 3 enveloppes. Il y a le HCR, le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Oui. Alors, il y a 3 enveloppes. Il y a le volet insertion, il y a les volets rapatriement et il y a les volets réclassement. Et si on ne peut pas les réclasser dans un autre pays, en tout cas, la meilleure solution, c'est les rapatriements volontaires librement consentis. Ces gens-là doivent rentrer chez eux. Et l'ACR peut nous aider à cela. Mais au-delà de ça, il y a aussi des problèmes politiques. Et moi, là, j'ai salué la position du président tanzanien. Le HCR prend en charge les réfugiés civils. Les combattants relèvent plutôt du programme DDR de la MONUSCO. Mais je suis tout à fait d'accord, je l'ai dit, il y a quand même, il n'y a pas seulement des militaires. Il y a des enfants, il y a des femmes. Il y a certains qui sont venus chez nous. Et ils étaient jeunes, et il y a d'autres qui sont nés chez nous. Et aujourd'hui, il y a 15, 20, presque 20 ans. Donc ces gens-là, ils ne relèvent pas la main de DER, ils relèvent de l'ACR. Quel rapport entre un dialogue inter-rwandais et je parlais aussi des problèmes politiques, et là, je salue la position du président tanzanien, qui a exigé que les Rwandais doivent se parler. Et on sent qu'alors que nous sommes le plus concernés, là, on sent que nous sommes un peu à fond de ce problème rwandais. On n'ose pas les tons. Je dis que c'est la respectation des rapports de force. Il faut hausser les tons pour se faire respecter à un certain moment. Entre-temps, les 1500 FDLR sont une menace pour notre paix. Oui, carrément, c'est une menace. Parce que les gens qui tuent, ce sont des Congolais, c'est des femmes, c'est des jeunes Congolais qu'on tue. Ce n'est pas les Rwandais. Donc il faut, à un certain moment, que notre gouvernement puisse hausser le ton. Là, on ne sent pas. C'est comme si notre stabilisation, la stabilisation de l'Est dépend d'un dialogue politique au Rwanda. C'est aberrant, quand même. Non, mais ça passe par ça, madame, ça passe par ça. Nous avons fait notre dialogue. Il faut que les Rwandais se parlent. Et il faut que les Congos, je l'ai dit, il faut que les Congos... Quand on a fait notre dialogue, on n'avait pas de conditions externes, du genre présence d'un groupe rebelle inquiétant. Ernest Ignoka. Oui, madame Amina, je crois que je vous ai dit... Notre dialogue ne dépendait pas de l'extérieur, des conditions, des préalables, des combattants, des groupes armés qui menaçaient la stabilité d'un pays voisin. Non. Non, nous n'avons pas... Ceux qui se battaient chez nous n'ont pas menacé la stabilité d'un pays voisin. C'est là que je dis que la communauté internationale nous a accompagnés, doit pouvoir aussi mettre la main à la pâte pour accompagner ces FDLR à rentrer chez eux. C'est vrai qu'il faut faire la part des choses. Il y a ceux qui sont des combattants, des militaires qui ont commis beaucoup d'exactions, et il y a les familles, il y a tous ces enfants qui sont nés après. Il y a même des épouses qui ne sont même pas des Hutus-Rwandais, qui sont des populations congolaises, mais qui ont choisi de se marier à ces Hutus et qui doivent pouvoir rentrer.
Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la RDC n'a pas fait des efforts. La RDC, je crois qu'elle a pesé de tout son poids. Nous avons connu les programmes tels qu'à Maniléo 1, à Maniléo 2, nous avons vu le Rwanda, l'Ouganda venir rechercher la plupart des ressortissants de leur pays qui étaient chez nous. Aujourd'hui, avec l'accord cadre de paix d'Addis Abeba, particulièrement avec cette résolution 2098, il faut désarmer, pouvoir désarmer toutes les forces négatives. Et c'est dans ces processus que la RDC s'est investie. Et c'est même dans ces processus qu'aujourd'hui, l'FDLR s'est senti assez traqué que pour désarmer. En fait, c'est par rapport à cette résolution, c'est par rapport au travail qui est fait sur le terrain par le FARDC que les FDLR se résignent à rentrer chez eux. Maintenant, nous disons, c'est à la communauté internationale de pouvoir peser de tout son poids. Ils ont mis la pression sur nous lorsqu'il avait fallu se mettre autour d'une table et parler avec les rebelles du M23. Le souci, c'est qu'on ne peut pas les forcer à partir. Justement, mais ils ont désarmé volontairement. Ceux qui sont encore les résidus qui restent savent qu'ils ont un ultimatum jusqu'en décembre 2014. S'ils ne s'exécutent pas, eh ben, l'armée ira les chercher partout ils vont se trouver. Le FARDC ont fait leurs preuves. Hein. Ce n'est pas les FDLR qui vont rester les derniers à pouvoir s'imposer sans que notre armée puisse faire des efforts. Oui, même si on se pose la question de savoir ce que va devenir la 8e région militaire sans un homme comme Mamadou Ndala, sans un homme comme le général Baouma. Madame Amina, notre armée, il faut trouver un autre armée est grande. Un autre Baouma. Notre armée est grande. Les hommes comme Baouma, c'est pas ça qui manque. Les hommes comme Mamadou Ndala, les hommes comme Mbouza Mabé. Mbouza Mabé est parti il y a combien d'années? Pourtant, nous avons vécu les exploits de Mamadou Ndala. Mbouza Mabé est parti il y a combien d'années? Nous avons vécu des exploits tels que le général Lucien Baouma. Dans notre armée, il y a une richesse inépuisable. Et donc, il y a des éléments que l'on peut encore mettre sur terrain et sécuriser la partie est du pays. Okay, on termine par ce gouvernement attendu pour la fin, avant le 15 septembre. C'est ce que beaucoup ont écrit dans les médias, les rumeurs les plus folles, etc. Mais ça, c'est pas la véritable question. On va peut-être ici se demander ce que ce nouveau gouvernement devra faire que le gouvernement Matata ne fait pas. Moïse Monidela. Oui, avant de répondre à votre question, madame, je voulais justement revenir sur le problème de l'Est, de groupes armés, parce qu'il y a une certaine timidité, la mollesse, la largesse, même la gentillesse envers ces groupes armés, alors que lorsqu'il s'agit d'autres... Une indulgence. Lorsqu'il s'agit d'autres situations, on voit que les gens ils ont haussé les tons, mobilisé... Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un exemple? Donc, oui, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils sont là et il n'y a rien. Enfin, il y a toujours des négociations à négocier. À un certain moment, à ces niveaux-là, madame, il faut hausser les tons. C'est qui ça qui sont là, les FDLR? Vous dites? Vous parlez de qui sont là et devant qui on ne frappe pas assez fort? Mais c'est sous ces groupes-là, on sent qu'il y a une timidité. Notre gouvernement est il y a un ultimatum et timide, de 4 mois. Et large. Ils ont jusqu'au mois de décembre pour déguerpir, faute de quoi? Ben, on verra. Donnons les temps au temps. Mais je pense que si vous essayez un peu de sonder les gens de l'Est, ils vous diront qu'on ne comprend pas. Je vous ai dit qu'il y a une Depuis complicité. 2001, il y en a eu 10 000 qui sont partis au Rwanda. Mais c'est pas assez, ils doivent rentrer chez eux. Il en reste 1500. Mais ils sont 1500, les 1500, ils continuent à perturber l'ordre public. Oui, ce gouvernement. Mais je pense qu'un gouvernement a une mission, a une fonction. Pourquoi un gouvernement? On ne fait pas un gouvernement juste pour le plaisir. Mais si c'est juste, on prend les mêmes et on recommence, ou avec le même système, avec le même méthode, avec les mêmes travers, avec les mêmes antivaleurs, c'est à quoi ça sert? Donc je pense qu'on doit mettre un gouvernement. On voit ailleurs, lorsqu'on met un gouvernement, on essaie un peu de rencontrer les attentes de la population. Si c'est un gouvernement pour rehausser les salaires des fonctionnaires, pour le mieux-être des Congolais, pour que le poulet puisse descendre dans l'assiette du plus de mini, là oui. Mais si c'est juste pour les saupoudrages et le comaltrage, pour justement mettre de la peinture, et on nous dit, voilà, Poto et na Kinshasa, on oublie qu'à l'époque de Mobutu, si on a dit de la peinture, on a mis l'électricité. Lors des combats à l'Iforeman, le stade du 20 mai, il y avait aussi des garlins, tous ces ampoules-là, de vert, jaune, tout ça. Il y en avait dans ces pays.
Alors donc ce n'est pas ça les gouvernements. Les gouvernements doivent améliorer les vécus quotidiens du peuple. Ça on ne voit pas, il n'y a pas cette volonté-là. On ne voit pas, on nous parle des routes. Quelles routes? Ce n'est pas des routes qu'on nous a promis, parce qu'on nous a promis des nouvelles routes. Jusque-là on n'a pas fait des nouvelles routes. C'est des saupoudrages et des colmatrages. On nous a promis des hôpitaux dans chaque territoire. Il n'y a pas des hôpitaux. On nous a promis la bourse des étudiants. La bourse, ce n'est pas, les étudiants n'ont pas de bourse. L'amélioration des militaires, les salaires des militaires, des fonctionnaires, ça, il n'y en a pas. Ailleurs, les problèmes de l'austérité. Parce qu'il y a cette politique d'austérité où il n'y a pas de répercussions positives sur le vécu quotidien, on a vu qu'un gouvernement est parti. Alors qu'ici, on continue à nous parler des cadres macroéconomiques. Et on sent que c'est un gouvernement qui a la solde de puissance et d'être à la solde de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et là, si c'est ça, ces gouvernements qu'on va nous mettre, il n'y aura pas quelque chose qui va changer. Qu'est-ce qui va changer avec un nouveau gouvernement? Au départ, il faut savoir que c'est l'actuel gouvernement, lorsqu'il est entré en fonction, il y avait un programme. Le programme que ce gouvernement avait particulièrement axé sur le social, mais le gouvernement dont on est en train de parler, qui est le gouvernement de cohésion nationale, c'est vrai que c'est toujours le mot-clé, c'est toujours le social du peuple qui doit pouvoir être pris en compte. Mais il y a une différence. La différence que nous sommes allés aux concertations nationales. Aux concertations nationales, on a fait un diagnostic de la gouvernance telle qu'elle s'est passée. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Qu'est-ce qu'il faudra changer pour que réellement nous puissions parler de ce bien-être du peuple congolais? Le cadre macroéconomique, on ne peut pas y échapper. Il n'y a aucun pays qui vit en vase clos. C'est vrai que nous devons faire des efforts de produire plus au niveau national, mais la production au niveau national, cela ne nous empêche pas d'avoir la main tendue vers les autres, pas pour demander, pas pour commander, mais pour se retrouver dans ce monde qui est devenu un monde de choses où la mondialisation devient globalisante, si je peux m'exprimer ainsi. Tant qu'on n'aura pas ce cadre macroéconomique stabilisé, tant qu'on aura l'inflation en train de grimper, on ne peut pas maîtriser la monnaie, eh bien il y a des choses que nous ne pourrons pas faire. Alors il a parlé de changements au plan social qui ne sont pas arrivés. Les promesses électorales non encore réalisées. Les changements au plan social sont arrivés. Il y en a des innombrables. Je pense que c'est ne pas les reconnaître, c'est vraiment, je dirais, être frappé de cécité. Des exemples des Congolais qui vivent mieux. Oui, madame, je vous donnerai par exemple un exemple, la bancarisation. C'est un système qui a permis aux populations congolaises, aujourd'hui, aux fonctionnaires congolais, lorsqu'on suit de très près, au-delà de cela, nous avons des routes. Je vais dire ici que les routes que nous avons ne sont que des colmatages. Mais il y a des routes. Ce sont des rénovations et pas des constructions de routes. Il y a eu, selon lui, il y a eu des routes qui ont été, même si vous dites réhabilitées, mais réhabilitées de quelle façon? C'est des routes. Prenons un exemple. Une route de 10 mètres. Aujourd'hui, on en fait une de 30 mètres. On a réhabilité, mais on a rénové. C'est en fait devenu une nouvelle route. Et on en a eu tout plein comme ça. Non seulement à Kinshasa, non seulement dans les différentes, pas seulement au Bas-Congo ici à côté, il y en a eu quelques-unes dans le Bandundu, il y en a. Si vous allez dans la province orientale, vous en trouvez. Si vous allez dans le Katanga, il y en a. Il y a des routes qui ont été construites, les routes, les écoles. Et pourquoi ne pas parler aujourd'hui de Bukangalozo qui demain va donner des résultats? Parce que Bukangalozo est différent de Daipen. Aujourd'hui, c'est une industrie. Non seulement qui va donner à manger, mais qui va aussi résorber le chômage. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été faites comme ça. Il y a des exemples, les gens à pouvoir donner. Bukangalozo, c'est déjà combien? 100 000 emplois? On a parlé de 10 000. En tout cas, je crois, sans exagérer, peut-être 100 000 emplois. Voilà, vous avez votre réponse. Non, madame, c'est du déjà vu, du déjà entendu. Madame a bien cité. La vie s'améliore. A bien cité l'Ancélé, il y avait Daipen. Les fonctionnaires sont payés à la banque. On prenait, mais c'est toujours la même misère, le même salaire de misère. Les gens sont sous-payés, $60 bancarisés. Ça change quoi? Et puis on nous a dit que l'argent qu'on essaie un peu de mettre de côté,
on va injecter ça dans le social. Mille Il n'y a, écoles chaque année. il y a rien de... 1000 écoles chaque Vous croyez année. que Mobutu n'a pas fait des écoles, n'a pas construit des écoles, il n'a pas élargi des routes? Moi, je vous donne l'exemple. J'ai donné l'exemple du stade du Vermin. Okay. J'ai donné l'exemple lorsqu'on a organisé le combat Ali Foreman, Cité Verte, Cité Maman Mobutu. Oui, oui. Et il y a beaucoup de choses. Il y a on des a la monuments. cité Oasis, on a la cité il y a beaucoup de moderne, choses. on a la Alors, cité mais malgré que ça- Olive que et ça- Kabila, malgré on a ça- plein de La cité du cités. fleuve. On a la cité du fleuve, on a plein de cités au chantier. oui, mais malgré Pour vous, tout est en noir, il n'y a rien de bon. Non, non, nous ne disons pas ça. Mais c'est pas C'est ça. ce que vous avez dit. Non, nous ne disons pas ça. Nous disons malgré tout ça, il doit laisser la place à quelqu'un d'autre qui Si va vous faire reconnaissez mieux. qu'il y a quand même... Qui a quand même, oui, quand même, mais ce n'est pas ce qu'il nous a, ce n'est pas ce qu'il nous a promis. C'est la politique, chacun se bat pour conserver, ce n'est pas ce sa qu'il nous a place. promis. Ce n'est pas ce qu'il nous a promis. Il n'y a pas d'autoroute. Il n'y a pas de nouvelles routes. Il n'y a pas l'amélioration sensible du vécu quotidien des Congolais. Merci Ça, il n'y en a beaucoup. pas. Ça, alors, par rapport au Merci gouvernement, je voulais beaucoup. tout simplement dire que ces gouvernements-là, On a plus le temps, là. qu'on veut mettre en place, c'est un gouvernement béquille. Il va donner de béquille à Kabila pour aller jusqu'au 2016. Ces gouvernements-là, le peuple n'en veut pas. Vous étiez à l'opposition républicaine qui réclame, qui prête à entrer au gouvernement. Gouvernement, pourquoi faire? Le gouvernement a une mission. Ah, c'est à vous autres qui étiez à l'opposition républicaine de Non. dire ça. Cette émission se termine ici. On va poursuivre peut-être cette discussion la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.